Salut à tous! En une seule semaine, une superpuissance élimine un guide suprême qui détenait un pouvoir absolu sur un pays de 90 millions d'habitants depuis près de 4 décennies. Son complexe est réduit à un amas de ruines. Ses généraux sont abattus un à un. Le quartier général de son aviation disparaît dans une seule frappe dévastatrice, et puis, du chaos de cet effondrement sans précédent, un nouveau dirigeant émerge. Mais ce qui rend cette histoire à la fois stupéfiante et inquiétante, c'est que ce nouveau dirigeant pourrait bien avoir signé l'arrêt de mort de l'idéologie même qu'il a portée au pouvoir. Et il existe une possibilité très réelle qu'Israël l'ait déjà mis dans sa ligne de mire. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont mené des frappes aériennes coordonnées contre l'Iran dans le cadre de l'opération qui aurait été baptisée Opération Epic Fury. Les cibles comprenaient des installations militaires, des sites nucléaires et surtout l'appareil dirigeant iranien. Parmi les morts du premier jour figurait l'ayatollah Ali Khamenei, l'homme qui gouvernait l'Iran d'une main absolue depuis 1989. Près de 37 ans, à la tête de l'un des États les plus rigides sur le plan idéologique de la planète, ont pris fin en une seule frappe, aussi brusquement que cela. Immédiatement après, le monde entier a retenu son souffle. Qui allait combler ce vide immense ? Qui pouvait prendre la place associée à près de 4 décennies de révolution, de guerre et de règne de fer ? La réponse est venue un peu plus d'une semaine plus tard, lorsque l'Assemblée des experts d'Iran, le conseil de 88 clercs chiites, chargé par la loi iranienne de choisir le guide suprême du pays, a fait son annonce. Selon des informations d'Irib State TV et des agences Tasnim et Isna, ce conseil a voté pour nommer Mojtaba Khamenei, le deuxième fils de 56 ans du défunt ayatollah Ali Khamenei, comme troisième guide suprême de la République islamique. Et c'est précisément cette décision qui rend tout cela extraordinairement complexe. Ce dont la plupart des gens ne parlent pas, c'est que cette nomination ne fait pas que soulever des sourcils. Techniquement, elle contredit les principes fondateurs même de l'État que Mojtaba dirige maintenant. Pour comprendre cela, il faut comprendre sur quoi la République islamique a été bâtie. Son fondateur, l'ayatollah Rouhollah Khomeini, a été très clair, d'une clarté extrême, sur ce contre quoi cette révolution se dressait. La succession héréditaire figurait tout en haut de cette liste. Les mots même de Khomeini, qui sont encore enseignés aujourd'hui comme matière obligatoire dans les universités iraniennes, ne laissent absolument aucune place à une interprétation floue. Il a écrit que l'islam proclame que la monarchie et la succession héréditaire sont erronées et invalides. Il a poursuivi en disant que la monarchie et la succession représentaient un seul et même système de gouvernement malfaisant qui avait mené à la révolte et au martyre dans l'histoire islamique. Il a affirmé, sans laisser la moindre exception, que l'islam ne reconnaît pas la monarchie ni la succession héréditaire. Elles n'ont pas leur place dans l'islam. Ce ne sont pas de vagues notes enfouies dans quelques archives obscures. Tous les étudiants universitaires iraniens sont obligés d'étudier le testament de Khomeini. C'est un cours obligatoire. Le fondateur de la République islamique a directement enseigné à chaque génération d'Iraniens que ce type même de succession était interdit. Et pourtant, nous en sommes là. Le fils a hérité du trône. La République islamique, en contradiction directe avec sa propre philosophie fondatrice, est devenue une dynastie. À ce point-là, le discours contre la monarchie ressemble à un point de presse dont le titre et la réalité appartiennent à 2 planètes différentes. La question qui se pose est de savoir comment cela a pu arriver, qui a permis que cela se produise. Et la réponse, c'est le corps des gardiens de la révolution islamique, le IRGC. Cette nomination et leur décision, et pas seulement celle de l'Assemblée des experts. En réalité, selon plusieurs sources, Ali Khamenei lui-même avait des réserves à l'idée de voir Mojtaba lui succéder. C'est l'IRGC qui a imposé cette issue parce que Mojtaba est leur homme. Il est étroitement lié aux gardiens de la Révolution pendant la majeure partie de sa vie adulte. Ses relations avec la direction de l'IRGC sont profondes et remontent à l'époque où il s'est porté volontaire pendant la guerre Iran-Irak, alors qu'il n'avait que 17 ans. Ces liens
forgés en temps de guerre, comme l'a indiqué CNBC dans son portrait Five Things du nouveau dirigeant, sont devenus le noyau dur de sa base de pouvoir au sein de l'appareil sécuritaire. L'IRGC a obtenu ce qu'il voulait, et ce qu'il a obtenu, c'est un guide suprême, encore plus dur que son père à presque tous les égards. Al Jazeera l'a dit sans détour. L'ascension de Mojtaba est un signe clair que les factions dures de l'appareil iranien conservent le pouvoir, et cela pour indiquer que le gouvernement n'a pratiquement aucune envie de négocier à court terme. Le portrait publié par NPR le 9 mars était encore plus frappant, décrivant Mojtaba comme quelqu'un qui jusqu'ici exerçait son pouvoir exclusivement dans l'ombre. Un religieux de rang intermédiaire actif dans les coulisses, mais qui façonnait quand même les politiques depuis cet arrière-plan. Des caps diplomatiques de Wikileaks datant de la fin des années 2000, qui décrivaient ce que les diplomates américains observaient à Téhéran, l'auraient qualifié de « power behind the robes ». Cette formule dit tout. C'était pas un homme qui avait besoin d'un titre pour avoir du pouvoir. Maintenant, il a ce titre. Au fond, qui est cet homme ? Ce qu'il faut reconnaître franchement, c'est qu'il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Selon la plupart des évaluations, Mojtaba Khamenei est l'une des figures les plus délibérément mystérieuses de la République islamique. Il n'a jamais accordé d'entrevue aux médias d'État iraniens, il n'existe presque aucune vidéo où on le voit parler en public. Il n'organise ni rassemblement, ni allocution télévisée. Ce qu'on a aujourd'hui, ce sont des photos publiées après sa nomination, ainsi que quelques vieilles images le montrant à des événements de l'IRGC. Pour un homme qui vient de devenir guide suprême d'un pays de 90 millions d'habitants plongé dans une guerre réelle avec les États-Unis et Israël, ce degré d'opacité est remarquable. Ce que disent les comptes pro-régime indique ceci. Il a participé à la guerre Iran-Irak à 17 ans comme volontaire. Il a étudié la théologie sous la direction de son père, puis au séminaire de Com. Il a été profondément impliqué dans les opérations de l'IRGC et dans la machinerie politique interne pendant des décennies. Il a soutenu Mahmoud Ahmadinejad lors des élections présidentielles de 2005 et de 2009 et, plus importante encore, il a joué un rôle déterminant dans la répression de la vaste vague de manifestations qui a suivi la victoire contestée d'Ahmadinejad en 2009, une répression qui a laissé des dizaines de milliers d'Iraniens soit morts, soit emprisonnés, soit réduits au silence. Ce détail n'est pas secondaire. Il est au cœur de la compréhension du type d'homme qui dirige maintenant l'Iran. Mais ici, l'histoire bifurque dans une direction que les médias d'État iraniens préféreraient de loin cacher. Parce que, dans l'annonce du régime faisant de Mojtaba le guide suprême, figurait une affirmation plutôt inhabituelle. On y disait qu'il n'avait pas de lien corrompu avec l'Occident. Lorsqu'un gouvernement prend lui-même soin d'insister dessus dans une annonce officielle, ce seul fait constitue déjà un signal. Et ce signal mène directement à une enquête publiée par Bloomberg. Selon cette enquête, Mojtaba Khamenei semblerait posséder un appartement au centre de Londres évalué à environ 50 millions de dollars, soit environ 65 millions de livres sterling. Et ce n'est qu'un seul bien immobilier. Son portefeuille immobilier au Royaume-Uni, à lui seul, serait évalué à environ 100 millions de dollars, soit près de 140 millions de livres. Des hôtels, des résidences de luxe, plusieurs actifs répartis à travers le pays. Tout cela alors que Mojtaba fait l'objet de sanctions imposées par le Royaume-Uni et les États-Unis depuis 2019. Ces sanctions lui ont été imposées, comme l'a précisé le gouvernement américain, pour avoir contribué à faire avancer les ambitions régionales déstabilisatrices de son père et ses objectifs répressifs à l'intérieur du pays. Ces biens immobiliers ne sont pas enregistrés directement au nom de Mojtaba. Ils sont détenus par l'entremise d'un homme d'affaires iranien nommé Ali Ansari, largement connu comme prête-nom pour des responsables du régime cherchant à contourner les sanctions. Et depuis l'an dernier, Ansari lui-même a été sanctionné, ce qui veut dire que des portions importantes de ce portefeuille sont maintenant gelées, impossibles à vendre ou à monétiser. Le genre de morale qui consiste à dénoncer l'Occident le jour, puis à envoyer ses avoirs à Londres la nuit, reste toujours très populaire dans tous les systèmes qui aiment davantage les grands discours que les vérifications comptables. La question qui découle de cela
est tout à fait clair. Un homme visé par des sanctions, un religieux qui dirige un État révolutionnaire à forte coloration idéologique et qui dénonce sans cesse la décadence de l'Occident, où trouve-t-il des centaines de millions de dollars à investir dans l'immobilier londonien? La réponse se trouve dans la structure du pouvoir iranien. Le guide suprême contrôle Setad, un empire économique gigantesque et opaque, dont les actifs sont estimés à environ 60 milliards de dollars. Officiellement, il est présenté comme un fonds au bénéfice du peuple iranien. En pratique, il est entre les mains d'un seul homme et les profits de cet empire, de même que les revenus de l'IRGC tirés des ventes de pétrole sous sanction à la Chine et à d'autres acheteurs, aboutissent entre les mains de ceux qui se trouvent le plus près du cercle du pouvoir. Mojtaba était plus près de ce centre que presque n'importe qui. C'est cet homme qui tient maintenant les décisions de guerre de l'Iran. Un homme profondément corrompu, si on le mesure aux normes de l'idéologie révolutionnaire qu'il prétend défendre. Un homme qui prêche des principes anti-occidentaux, tout en possédant un appartement de 50 millions de dollars au centre de Londres. Un homme qui a supervisé l'écrasement violent de manifestations démocratiques. Et maintenant, selon plusieurs sources, un homme qui a perdu sa femme, sa mère et un fils dans la même frappe initiale qui a tué son père. Il faut regarder cela en face, peu importe ce qu'on pense de sa politique, peu importe ce qu'on pense du régime qu'il représente, un tel niveau de perte personnelle, perdre son père, sa mère, sa femme et son enfant dans une seule attaque, constitue un traumatisme susceptible de façonner les calculs d'une personne d'une manière qu'aucune analyse politique ne peut prévoir pleinement. Une solution diplomatique exige une volonté de négocier. Elle exige du pragmatisme. Elle exige quelqu'un capable de peser les pertes et les gains avec un certain degré de détachement. La question de savoir si Mojtaba Khamenei est encore capable d'un tel calcul en ce moment, ou s'il est entièrement consumé par un désir de vengeance, et peut être la question ouverte la plus lourde de conséquences dans la géopolitique actuelle, parce que le coût de cette guerre est déjà immense et qu'il augmente de jour en jour. La dimension économique de ce conflit est tout aussi renversante. Lorsque la nomination de Mojtaba a été annoncée en même temps que la décision de l'Iran de fermer le détroit d'Ormuz, comme l'ont rapporté plusieurs médias financiers, le prix du pétrole a bondi au-dessus de 120 $ le baril, son niveau le plus élevé depuis 2022. Le 4 mars, les forces iraniennes ont officiellement déclaré le détroit fermé, tout en menaçant et en menant des attaques contre les navires qui tentaient de le traverser. Une étude de la Federal Reserve Bank de Dallas montre qu'un arrêt complet des exportations de pétrole en provenance de la région du Golfe signifierait le retrait de près de 20% de l'offre mondiale de pétrole du marché. L'Agence internationale de l'énergie a décrit cela comme la plus importante perturbation de l'approvisionnement dans l'histoire du marché pétrolier mondial. C'est pas une note de bas de page, c'est un choc économique de portée civilisationnelle. Les producteurs de pétrole d'Irak et du Koweït ont commencé à réduire leur production au début de mars à mesure que les stocks se remplissaient sans possibilité d'expédition. La production pétrolière combinée du Koweït, de l'Irak, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis aurait chuté de 6-7 millions de barils par jour le 10 mars, puis d'au moins 10 millions de barils par jour seulement 2 jours plus tard. L'analyse de Bloomberg sur cette crise indique que des responsables du gouvernement américain et des analystes de Wall Street discutent maintenant sérieusement de la possibilité que le prix du pétrole atteigne 200 $ le baril si le détroit demeure bloqué pendant une période prolongée. Les primes d'assurance contre le risque de guerre pour les navires dans la région auraient grimpé à 4 ou 5 fois leur niveau antérieur. Et partout dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, qui dépendent de ce détroit pour plus de 80% de leur apport calorique par les importations alimentaires, les détaillants ont été forcés d'acheminer par avion des denrées de base essentielles. Les prix à la consommation dans la région ont bondi de 40 à 120%.
C'est pas seulement un conflit militaire, c'est une urgence économique et humanitaire qui s'étend bien au-delà des frontières de l'Iran. Et dans cette crise, un nouveau dirigeant arrive au pouvoir en suscitant une réaction particulièrement forte du côté américain. Le président Donald Trump a dit à Fox News qu'il ne croyait pas que Mojtaba Khamenei pouvait vivre en paix. Dans une entrevue distincte accordée à Axios avant que la nomination ne soit officialisée, Trump aurait déclaré, et il s'agit d'une citation particulièrement frappante, que Khamenei's son is a lightweight, I have to be involved in the appointment. Après la confirmation du choix, Trump a déclaré à ABC News que le nouveau dirigeant ne durerait pas longtemps si les dirigeants iraniens n'obtenaient pas son approbation. Un président américain en exercice laisse donc entendre publiquement qu'il devrait avoir un droit de veto sur la personne qui dirigera un pays souverain, tout en menaçant la survie d'un dirigeant qui vient tout juste d'être choisi. C'est le genre de diplomatie où le micro arrive toujours avant la carte et où le droit des autres pays à disposer d'eux-mêmes est traité comme une note secondaire dans l'horaire du point de presse. L'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Herzog, a déclaré à CNBC que « The Iranians are showing defiance by choosing the son of Khamenei ». Et defiance est effectivement le mot juste, car le chef du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran avait, dans les jours précédant la nomination, affirmé publiquement que l'Iran ne souhaitait aucun cessez-le-feu avec les États-Unis ou Israël et cherchait à venger la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Le président du Parlement iranien a repris exactement le même ton. Et maintenant que Mojtaba occupe la plus haute fonction, le ton venant de Téhéran est devenu encore plus dur. Cela mène à la question de la prochaine étape d'Israël, car la position israélienne ne laisse place à aucune ambiguïté. Israël a déclaré publiquement que toute personne qui devient guide suprême devient aussitôt la cible numéro 1. Les analystes militaires israéliens cités à la télévision occidentale l'ont dit très franchement. Mojtaba était probablement déjà une cible avant même cette annonce. Maintenant, il est officiellement en tête de liste. Le rythme des éliminations ciblées menées par Israël l'a déjà montré. Les forces de défense israéliennes, le IDF, ont annoncé avoir tué le nouveau chef du bureau militaire du guide suprême. Le chef d'état-major, au quartier général des forces armées iraniennes, a lui aussi été éliminé. Le quartier général de l'aviation du IRGC, décrit par le IDF comme le principal centre de commandement et de contrôle servant à coordonner toutes les opérations aériennes, a été frappé lors d'une attaque aérienne qui aurait fait des dizaines de morts en une seule fois. La vitesse et la précision de ces opérations montrent le niveau d'infiltration du renseignement particulièrement profond que les services israéliens semblent avoir atteint au sein de l'armée iranienne et de la structure du régime. La République islamique a été décrite en direct à la télévision par des analystes comme profondément infiltrés, et les résultats de ces opérations parlent d'eux-mêmes. En même temps, une dynamique politique particulièrement notable se forme à l'intersection de toute cette histoire. Certaines sources, encore spéculatives mais crédibles, laissent entendre qu'à un certain moment, Donald Trump pourrait vouloir mettre fin à cette guerre et qu'il chercherait alors à traiter directement avec quiconque serait en train de consolider son pouvoir à Téhéran. Si ce moment arrive, les États-Unis devront amener Israël à cesser de viser tous les partenaires potentiels de négociation. Mais Israël, comme les analystes l'ont signalé ouvertement, est pleinement engagé dans l'objectif d'un changement de régime et l'a déclaré publiquement. La gestion de ces deux objectifs, le pragmatisme américain face à la stratégie de long terme d'Israël, sera l'un des exercices d'équilibrage diplomatique les plus complexes des mois à venir. Et si le camp pro-Trump présente encore cela comme une manœuvre très simple, c'est généralement le signe que la seule chose simple se trouve dans le slogan. Quant à la légitimité du régime à l'intérieur du pays, la réaction des Iraniens à la nomination de Mojtaba est clairement loin d'être uniforme. Oui, il y a eu des célébrations. Dans les images diffusées par la télévision d'État iranienne, on pouvait voir la foule éclater de joie lorsque l'annonce a été faite. L'Assemblée des experts a lu la déclaration désignant Mojtaba comme nouveau dirigeant et ses partisans ont réagi avec une émotion très visible. Mais ces célébrations se sont accompagnées d'autres choses. Des Iraniens sont descendus dans la rue en scandant « Mort à Mojtaba »
un rejet public et frontal de cette décision de la part de la partie de la population qui ne soutient pas le régime et qui se sentait déjà marginalisée auparavant. Pour ces Iraniens-là, Mojtaba représente l'issue la pire possible. Il n'est pas seulement un tenant de la ligne dure, il n'est pas seulement associé à des répressions violentes, il est désormais l'incarnation vivante du principe dynastique, même que la République islamique, à sa naissance, avait explicitement juré de combattre. Un correspondant de CNN en reportage depuis Téhéran a décrit cette scène avec prudence, en notant que même si les veillées et les célébrations apparaissaient clairement à la télévision d'État, une partie importante de la population iranienne se sentait profondément mise à l'écart par ce choix. Ce correspondant a souligné que la nomination d'une figure aussi du renvoie un signal très clair sur la direction de la guerre ainsi que sur le degré de volonté de compromis du régime. Et les images d'Iraniens scandant contre Mojtaba, alors même que la guerre est en cours, disent quelque chose de très profond sur les fractures qui traversent aujourd'hui la société iranienne. Il faut aussi dire une autre chose très clairement. Le fait que Mojtaba soit dur et rigide sur le plan idéologique ne signifie pas qu'il ne soit pas pragmatique dans la défense de ses intérêts personnels. C'est un homme qui, tout en dénonçant publiquement la corruption occidentale et l'influence impériale, a investi des centaines de millions de dollars dans l'immobilier londonien et détiendrait d'importants actifs à travers l'Europe. C'est un schéma qui se répète encore et encore dans les régimes autoritaires. L'idéologie pour le public, l'accumulation de richesses pour le cercle rapproché, et la combinaison de ces deux choses, des positions publiquement dures et ferventes, qui recouvrent des liens financiers privés avec l'Occident, créent un personnage particulièrement difficile à lire et extrêmement difficile à négocier. Il y a encore une autre chose d'une très grande importance, et elle ramène tout au point de départ, le texte de l'un des documents doctrinaux importants de Khamenei, document que tous les étudiants universitaires iraniens doivent étudier, condamne la succession monarchique dans un langage presque violent par sa certitude, et pourtant le IRGC a mis en place exactement ce système. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient le pouvoir de le faire. Ils l'ont fait parce que Mojtaba est leur homme. Et ils l'ont fait tout en sachant parfaitement que cela contredit les principes fondateurs de l'État. Qu'est-ce que cela révèle ? Cela montre que, dans la République islamique d'aujourd'hui, l'idéologie est un outil et non une limite. Lorsque les principes idéologiques deviennent encombrants, ils sont jetés de côté. Lorsqu'ils servent les intérêts de l'appareil sécuritaire, ils sont invoqués. La République islamique, fondée par Khamenei, a été discrètement remplacée par autre chose, une structure qui ressemble davantage à une oligarchie militaro-cléricale habillée d'une marque religieuse. L'annonce de Mojtaba Khamenei n'est pas simplement une transition, c'est un aveu rendu public, inscrit pour l'histoire, que la République islamique ne croit plus à sa propre idéologie fondatrice. C'est aussi le genre de moment où les grands discours sur les principes finissent par ressembler davantage à des accessoires de scène qu'à de véritables limites au pouvoir. Qu'est-ce que cela signifie alors pour le peuple iranien dans les années qui viennent ? Pour environ 90 millions de personnes qui vivent maintenant sous l'autorité d'un guide suprême ayant hérité de sa position, possédant des centaines de millions de dollars d'avoir gelé en Occident, ayant supervisé la mise à mort de milliers de manifestants en 2009 et se trouvant maintenant à la tête d'un pays enfermé dans un conflit militaire réel avec deux des forces armées les plus puissantes du monde, cela signifie un avenir extraordinairement incertain. L'économie iranienne était déjà soumise à une pression énorme en raison de plusieurs décennies de sanctions. La fermeture du détroit d'Ormuz a multiplié cette souffrance à un rythme exponentiel, non seulement pour l'Iran, mais pour l'ensemble de la région du Golfe. Mojtaba arrive au pouvoir à un moment qui peut sans doute être qualifié de plus dangereux de l'histoire iranienne depuis la révolution de 1979 elle-même. Prendra-t-il des décisions pragmatiques sous pression ou non ? Les pertes personnelles qu'il a subies vont-elles le durcir au point de rendre la diplomatie impossible ou non ? Le IRGC, la force qu'il a portée au pouvoir, va-t-il rester uni ou des fissures apparaîtront-elles à mesure que la situation militaire se détériorera ? Israël réussira-t-il à l'éliminer comme il a éliminé son père ou non ? Et Donald Trump trouvera-t-il un moyen d'intervenir dans le choix du prochain dirigeant iranien, comme il a publiquement affirmé qu'il devrait le faire ou non ?
Ce ne sont pas des questions rhétoriques. Ce sont les questions qui détermineront si ce conflit s'aggrave encore, si le détroit d'Ormuz rouvre, si les prix du pétrole redescendent de leur sommet historique, et si le peuple iranien obtiendra un jour le type de transition politique que une partie importante de la population réclame dans la rue depuis des années. Une chose est claire ici, la nomination de Mojtaba Khamenei constitue un tournant. C'est le moment où la République islamique a officiellement abandonné l'un de ses principes fondateurs les plus sacrés. C'est le moment où le IRGC a révélé au grand jour ce qui était vrai depuis longtemps, à savoir que le véritable pouvoir en Iran se trouve entre ses mains et non entre celles du clergé. Et c'est aussi le moment où le conflit Iran-États-Unis-Israël est entré dans sa phase la plus imprévisible et la plus dangereuse. Avec du côté iranien, un homme à la fois mystérieux, dur, lourdement marqué par un traumatisme personnel, étroitement lié à l'appareil sécuritaire et placé au sommet de la liste des cibles d'Israël. À une époque où le camp pro-tien même qualifiait toute forme de coercition de force, ce qu'il y a de plus inquiétant ne se trouve souvent pas dans le volume du slogan, mais dans la facture stratégique qui arrive ensuite. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Bonjour et à bientôt.